Coup de cœur de la semaine, Ashita no Joe. Ouais, je spoil direct la vidéo. Là, t'as rien vu venir, uppercut, crochet, direct d'un coup. T'es un habitué, tu le sais, il y a le chapitrage pour te balader sur la vidéo ou les autres vidéos manga voraces tous les mardis à midi. Donc tu fais bien comme t'as envie. Générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, authentique bon appétit puisqu'on se retrouve une nouvelle fois le mardi à midi pour le manga vorace. 7 lectures, 7 mangas, 7 avis. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer directement par lui puisque je viens de vous le dire. Ashita no Joe, édition Glénat en 13 tomes dans une édition sans cover. C'est la toute petite particularité. Alors c'est un noir très sobre, très propre. Même si le petit côté gris là, je suis pas friand, mais c'est pas moche. Bref, un manga très joli. Ceci étant, l'absence de cover et ce petit côté cartonné me stresse un petit peu par rapport aux angles. J'ai vraiment peur de l'abîmer à l'usage et avec le temps, mais enfin bon, c'est pas si grave. Alors, Ashita no Joe, il faut savoir que je ne l'ai jamais lu. C'est un manga que j'ai pris dans une des mangathèques de la vidéo de la semaine dernière. J'achète vos mangathèques épisode 2. Je vous invite fortement à aller voir le concept si vous ne savez pas de quoi je parle. C'est une mangathèque des abonnés, revisitée par mes soins. Soyez curieux. Alors, Ashita no Joe, ça parle de quoi? Joe Yabuki, vous le savez, vous le connaissez sûrement pour certains d'entre vous, c'est un enfant de la rue, c'est un bagarreur, c'est un jeune qui est en conflit avec l'autorité, avec les autorités, mais avec l'autorité en général. Et ce jeune garçon, que l'on suit dès le début du manga, va faire la rencontre d'un ancien boxeur devenu alcoolique vivant dans des bidonvilles. Le décor est placé. Et notre ancien boxeur va immédiatement percevoir le haut potentiel du garçon, donc de Joe Yabuki, qui manifestement possède un punch assez incroyable. Sauf que l'intéressé en question, qui est nourri exclusivement par son désir d'indépendance, ne l'entend pas du tout, mais pas du tout de cette oreille. La problématique qui va donc se poser dès le premier chapitre de ce manga, comment apprivoiser cette espèce d'animal sauvage et en faire un boxeur. Sauf que voilà, l'auteur va jouer avec nous. Ashita no Joe est un manga qui a quasiment un demi-siècle, je crois qu'il a 50 ans, voire même il les a déjà, voire même un peu plus, je sais plus trop au niveau des dates, mais on va dire qu'il a déjà un demi-siècle, ce n'est pas rien, c'est donc un manga qui est relativement vieux, et qui reste un des monuments du manga au Japon et même dans le monde. Moi, je ne l'avais toujours pas lu, alors mieux vaut tard que jamais, évidemment, et donc j'ai découvert ce chapitre 1, avec des yeux naïfs et incrédules, je ne savais absolument pas de quoi ça parlait, je ne me rappelais absolument plus le peu d'animés que j'avais pu voir il y a déjà une trentaine d'années. Donc, première lecture. Et à la fin du tome 1, waouh, c'est la claque. Là, c'est le gros coup de cœur. C'est la grosse claque. C'est une des grosses lectures de cette année. En fait, là, comme ça, j'ai l'impression qu'Ashita no Joe, ce n'est pas du tout un manga de sport. C'est bien plus qu'un manga de sport. C'est bien plus qu'un manga de boxe. C'est bien plus qu'un manga tout court. À mes yeux, c'est pleinement une œuvre littéraire qui va s'intéresser et apporter un témoignage, un regard sur ce qu'était la société japonaise d'après-guerre. Joe Yabuki, en fait, c'est un enfant sauvage, un enfant de la rue, un enfant abandonné. C'est un enfant de l'après-guerre, en vérité, qui n'a pas d'autre choix que de survivre. Et pour survivre, il va falloir qu'il soit prêt à tout, en particulier à gagner son indépendance jour après jour, minute après minute, à rentrer en conflit pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir, pour pouvoir vivre, survivre. C'est un témoignage sociétal de l'après-guerre incroyablement vrai, incroyablement riche en enseignements, riche en témoignages, riche en authenticité. C'était absolument savoureux à lire et à découvrir. Je vous le recommande énormément. Alors oui, c'est un manga qui a 50 ans. Oui, la façon dont l'histoire est narrée peut sembler un petit peu désuète, vieillotte. Oui, le trait, évidemment, est également un petit peu d'époque. Ceci étant, il passe très très bien, les personnages sont charismatiques, sont touchants. Le trait n'est pas sans rappeler Gonagai ou Osamu Tezuka. On a un savant mélange, je trouve, des deux. Tantôt discipliné et arrondi, tantôt un peu bestial façon Gonagai, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est vraiment un manga brut, un manga sincère, où l'auteur, on le sent, décide de témoigner avec intelligence et avec véracité d'une époque qu'il a sûrement lui-même vécu. Un manga sociétal qui m'aura marqué par son caractère. L'auteur, je trouve, nous torture, nous manipule. En fait, ce n'est pas un manga sur la boxe, c'est un manga qui vous boxe. C'est le manga, il vous en envoie plein la tronche. L'auteur nous torture parce qu'à la fin du tome 1, on ne sait toujours pas comment ça va arriver.
on a l'impression d'avoir une tranche de vie sociétale sur la dureté de la vie au Japon après la guerre. Et la boxe n'est qu'un prétexte en fait pour en parler, pour en témoigner. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que l'auteur, vraiment, c'est lui qui vous rentre dedans en fait, chapitre après chapitre. Vous dites, mais ça, c'est fou quoi, c'est fou. Et on n'arrive pas à savoir si ce personnage, on l'aime ou on l'aime pas, on le déteste ou pas. En fait, c'est comme ça. On n'a pas de jugement à avoir, c'est comme ça, et c'était pas facile, c'était un excellent manga. On enchaîne maintenant avec une nouveauté toute récente, Adabana, une série chez Kana Collection Big Kana, avec un grand format, façon Inu Asano, façon de nous, il ne restera que des cendres, sorti un petit peu plus tôt dans l'année. Adabana, c'est un thriller qui va nous dépeindre la nature humaine dans toute son horreur, et ça marche plutôt pas mal. Je ne m'attendais pas à lire un manga aussi trash, aussi noir, aussi violent, aussi brutal, aussi sec, aussi percutant, aussi tranchant, aussi inquiétant, aussi mystérieux également. En 3 tomes, je n'ai qu'une seule crainte, c'est que la fin ne soit pas à la hauteur des débuts. Alors on va en parler un tout petit peu plus. Les dessins sont sombres mais assez tranchants. Ils sont très bien faits, je trouve, vraiment très bien dessinés. On a quelque chose de très efficace, bien rempli, bien détaillé. L'expression des personnages nourrit cette ambiance angoissante, nourrit ce thriller qui nous tient en haleine case après case. C'est plutôt bien narré, même si des fois on n'a pas grand chose à lire. C'est posé justement pour garder un rythme, pour garder une ambiance, avec beaucoup de choses non dites pour préserver évidemment le mystère et pour préserver le côté psychologique des personnages. On découvre peu à peu à qui on a affaire, et forcément pour garder cette pointe de mystère, il ne faut pas qu'il se délivre, se découvre trop vite, vous me comprenez bien sûr. Alors vite fait comme ça, de quoi ça parle? Eh bien, le corps démembré d'une jeune lycéenne, Mako, a été découvert en plein hiver. Sauf que dans le même temps, Mizuki Aikawa, dans le même lycée que la victime, revendique les faits et se dit coupable et se rend à la police. Donc nous avons un manga dont l'enquête est déjà terminée avant même d'avoir démarré la lecture. Et on se dit c'est pas possible, ça va pas durer comme ça. Et non, bah non, ça dure pas comme ça, évidemment. Mais l'auteur nous amène intelligemment, pas après pas, à quelque chose qui semblait acté et qui manifestement ne l'est pas. Vous vous doutez bien, je ne vous spoile rien, puisque sinon il n'y aurait sûrement pas 3 tomes. À moins que si finalement tout est déjà acté, et c'est l'embrouille. Mais c'est un peu le principe des thrillers. Il faut embrouiller un petit peu le lecteur, il faut embrouiller le téléspectateur ou le spectateur, et là ça marche plutôt bien, c'est bien fait, c'est très cinématographique. J'apprécie, c'est une très bonne surprise, d'autant que je ne m'attendais à rien. C'est un achat cover parce que j'avais beaucoup aimé la cover quand je l'ai découvert, donc c'est un manga qui m'intéressait déjà rien que pour la cover. Je me suis permis de feuilleter du coup évidemment en magasin, j'ai regardé, j'aimais beaucoup le trait, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait parce que je n'ai pas lu, je ne les lis rarement parce que des fois on est spoilé et c'est quand même un peu pénible, donc je l'ai acheté vraiment sans savoir, sans rien du tout savoir, et c'est une très bonne surprise. Si vous aimez les thrillers, bah lui, oui, mais vraiment oui. On passe ensuite à un manga choisi dans la Mangatech des abonnés, choisi dans la vidéo J'achète vos Mangatech, L'Éden des sorcières, donc l'acquisition du tome 1 et du tome 2. J'étais très intéressé par les covers, notamment la cover de la 1 qui fait très Ghibli dans l'ambiance, avec notre héroïne et cette espèce de familier un peu étrange, un peu magique qu'elle a derrière elle, d'autant plus que L'Éden des sorcières nous laisse penser bien sûr qu'on va avoir un univers magie, Heroic Fantasy, médiéval, fantastique peut-être, en tout cas voilà, tout cet univers-là, et ça marche. L'Éden des sorcières, c'est quoi? En fait, la nature a disparu et a laissé les hommes se débrouiller, elle les a abandonnés complètement, considérant que les hommes ne la respectaient pas assez. Donc il y a vraiment un retournement de toutes les espèces vivantes et végétales et animales contre les hommes, qui manifestement sont mauvais. On n'en voit pas beaucoup dans le manga, mais le peu qu'on voit, c'est pas la fête. Mais dans le même temps, nous avons des espèces de sanctuaires tenus par des sorcières où la végétation pousse et est autorisée à pousser parce que ces sorcières-là ont un rapport avec la nature très respectueux. Et donc la nature a décidé de coexister avec ces humains et ces humaines un peu particulières. Sauf que ça va pas du tout, les humains cherchent à récupérer les pouvoirs des sorcières, donc c'est une véritable chasse aux sorcières. Il y a évidemment toute une symbolique, tout un message autour de ça. Et notre histoire débute avec notre jeune héroïne qui est obligée de quitter le lieu où elle se trouve pour espérer découvrir l'Éden des sorcières. Ça, c'est l'histoire qui débute. Les dessins sont absolument sublimes. Vous allez voir, quand vous voyez les covers, il n'y a pas de triche. À l'intérieur, on retrouve la même chose, une ambiance un peu crayonnée,
Un dessin qui nourrit cette ambiance fantastique, un dessin qui nourrit cette heroic fantasy, un dessin qui nourrit véritablement l'environnement et l'ambiance que l'autrice veut générer dans son œuvre, ça marche très très bien, c'est fin, c'est précis, c'est détaillé. Les personnages des fois sont vraiment machiavéliques, avec un trait très sec parfois, c'est très agréable de lecture et de visionnage. On tourne les pages avec grand plaisir, ça se lit bien, ça se lit vite. C'était une très bonne surprise, j'ai passé un super moment de lecture. Si vous aimez l'Atelier des Sorciers, si vous aimez l'Heroic Fantasy, alors bien évidemment que l'Eden des Sorcières est fait pour vous. On est aux éditions Kiyun, je crois que je ne l'ai pas précisé. Intéressez-vous-y, si vraiment vous êtes amateur du genre, vous ne serez pas déçus. Toujours dans J'achète vos Mangatech, l'acquisition d'une série d'un titre de Shuzo Oshimi que je n'avais pas, c'est Les Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal vont nous raconter encore évidemment les relations sociales, psychosociales, un peu perverses, souvent perverses et torturées, il faut le dire, chez Shuzo Oshimi, de deux personnes, souvent un gars et une fille, un homme, une femme, un enfant et sa mère par exemple, mais c'est souvent autour d'une relation de sexe opposé. Ce n'est jamais simple chez Shuzo Oshimi. La phrase ici, c'est infernal à dire, là vous le savez pas mais ça fait 10 fois que j'y passe. Bref, Les Fleurs du Mal, c'est notre héros qui est amoureux secrètement d'une jeune fille dans sa classe, d'une jolie jeune fille. Il est un peu timide parce qu'elle a un peu la classe, évidemment elle attire l'attention, elle est belle et lui il n'arrive pas à lui parler jusqu'au jour où il est amené à retourner en classe et il découvre son sac de sport, le sac de la fille en question qui est resté là avec les sous-vêtements à l'intérieur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'empare du sac pour rentrer chez lui et il possède les sous-vêtements de la copine en question. Oh. Sauf qu'il s'est fait griller. Il s'est fait griller par une autre camarade de classe, mais qui est extrêmement perverse et qui semble prendre un malin plaisir à le torturer et à le mener à la baguette en lui faisant comprendre qu'elle l'a surpris, qu'elle a tout vu et qu'elle a bien l'intention de tout raconter si il ne fait pas tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle demande. Bon, évidemment, on est dans du harcèlement, on est dans de la tranche de vie sociétale, mais bien sûr, ce n'est pas sans rappeler le parallèle avec Baudelaire et Les Fleurs du Mal, œuvre qui brise tous les tabous et où la déviance n'est plus un vice. C'est vous dire si l'auteur peut se permettre d'aller là où il a envie d'aller. Je ne sais pas de quoi ça parle après le tome 1 et 2. C'est du Shuzo Oshimi, ça se lit vite, c'est évidemment toujours bien dessiné, c'est toujours très bien rythmé, très bien temporisé, c'est quelque chose que j'apprécie parfaitement chez cet auteur. Je me demande bien vers quoi on va aller dans les titres suivants. Affaire à suivre, on verra bien au tome 2, 3, 4, on en reparlera très très bientôt. Et on continue chez Kana avec notre comédie romantique savoureuse, Kowloon, pleine de rebondissements, avec un petit côté fantastique qui gagne du terrain en plus de la comédie romantique, en plus de la romance qui, elle, s'affranchit de plus en plus, se pose, devient de plus en plus certaine page après page. Nous avons toujours nos deux protagonistes qui s'attirent et qui se permettent de plus en plus de se le dire, verbalement comme physiquement. Soyons très clairs, je ne vous spoile rien, c'est des choses que l'on ressent très très vite dès les premiers tomes, mais toute l'intrigue est en train de se poser autour d'autres personnages, autour du lieu en lui-même, et pour cause, on avait tendance à l'oublier, mais le manga s'appelle Kowloon. Et oui, et oui. Et c'est là où c'est bien joué, c'est que les auteurs nous font partir vers un chemin. À la fin du tome 1, on part encore dans un autre chemin, et en fait, jusqu'au 4e tome, je suis en train de me dire, mais c'est vrai que ce manga s'appelle Kowloon, il s'appelle pas le nom d'un personnage ou d'un autre personnage, non, non, il s'appelle Kowloon, et ça marche très très bien. On nous rappelle bien que c'est de Kowloon dont on parle, et c'est exactement ça dont il s'agit au fur et à mesure des chapitres de ce tome. Il y a quelque chose qui se nourrit, qui grandit. Le mystère, paradoxalement, s'éclaircit en même temps qu'il s'épaissit. Et je pense que ça représente bien l'univers de cette ville très labyrinthique. Ça veut complètement rien dire, le mystère s'éclaircit au fur et à mesure qu'il s'épaissit. Et bien pourtant si, plus ça devient clair, et pourtant plus il y a de mystère. C'est savoureux, c'est fin, c'est bien dessiné, type shoujo, type dans le sens du vent. On est sur du shoujo seinen, on ne sait pas trop, on oscille, on bifurque, on change comme ça, mais en tout cas c'est très bien maîtrisé, ce sont des traits que j'apprécie particulièrement pour l'ambiance générée. Ça correspond vraiment bien à tout l'univers de l'œuvre, que ce soit dans la spatio-temporalité de l'œuvre ou que ce soit dans les rapports humains. Je trouve que les traits sont
parfaitement en symbiose avec tout ce qui est décrit. Ça marche très très bien. Cette œuvre-là était un vrai régal de légèreté, de mystère, d'humour. Il y a un petit peu de tout. Il y a énormément de nourriture. On mange souvent d'ailleurs, je trouve, alors je vais faire une petite comparaison un peu peut-être bancale, mais je trouve qu'on a tous les codes que l'on peut retrouver dans Kaamelott. On est dans un lieu particulier, on a des personnages qui marchent souvent par deux, on est souvent dans un appartement, dans une chambre, dans le lit, ou souvent autour d'une table en train de manger. Voilà, on a vraiment des endroits assez clichés comme ça où il se passe systématiquement des choses importantes. C'est très étonnant, je fais ce petit parallèle là parce que c'est vraiment un truc que j'ai ressenti. Ah, évidemment, on en est très loin du point de vue de l'ambiance et de l'univers, ça y a pas de problème, mais voilà, c'est très schématisé comme ça marche très bien. Kowloon, moi je vous le recommande. Hein. On continue la lecture de Brisé par ton amour, tome 4, édition Meian, collection Deitan, c'est le tome 4, et je trouve que ça perd un petit peu dans son rythme et dans son intérêt. Nos personnages n'avancent pas vite dans la relation, nos personnages n'avancent pas vite non plus dans leurs doutes, dans leurs certitudes, dans leur perversion, puisque c'est un manga qui commençait très fort. Alors je sais pas pour vous si vous voyez, mais il y a une mouche qui n'arrête pas de passer autour de moi, ça m'énerve. Comme je disais, c'est un premier tome qui commençait très fortement, avec énormément de violence, alors de la violence physique, mais de la violence également, pas mal de harcèlement, de violence psychologique, de choses assez compliquées, de slice of life, mais plutôt vers la dépression et vers le doute, vers la remise en question que vers la réussite et la joie. Il y avait beaucoup de choses comme ça, assez pesantes chez nos personnages, et ça a tendance à gagner en légèreté. Pourtant, les auteurs prennent leur temps, assurément, ils jouent un petit peu avec nous parce que nous le savons, ça va devenir forcément très lourd, il s'est passé des choses dans les premiers chapitres, ça va avoir un effet boomerang, forcément ça va revenir, ça y a aucun doute là-dessus. Alors à quel tome, je ne sais pas, j'espère que ça va arriver assez vite, peut-être les tomes 5-6 là dans les prochains, honnêtement il faudrait, puisque sinon ça perdrait beaucoup en crédibilité à mes yeux, et peut-être alors que je pourrais arrêter la lecture. J'avais beaucoup aimé le premier, j'avais beaucoup aimé vers là où on allait, alors quelque chose d'assez violent, hein, d'assez choc, hein. Attention, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est pour public averti, mais il y avait quelque chose de bien prenant à la lecture. Là, un petit peu moins. Allez, on verra pour le tome 5. Et on termine l'épisode d'aujourd'hui par Mermaid Saga, tome 2 de Rumiko Takahashi, bien sûr, vous connaissez, aux éditions Glénat, dans un beau format. On va considérer ça comme le format seinen, un grand format, avec une édition, somme toute, très jolie, très qualitative, avec un bon papier, ça passe très bien, la lecture était très agréable. Bien sûr, les traits de Rumiko Takahashi ne changent pas, on aime ou on n'aime pas, on accepte ce petit côté old school ou pas, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi je dois vous avouer que je suis partagé. Des fois j'aime bien, des fois j'aime moins. Alors pourquoi? Je peux pas vous dire. Même en pleine lecture, je peux aimer comme je ne peux pas aimer. C'est assez étrange. C'est une autrice que je n'arrive pas à apprécier complètement dans son trait. En tout cas pour la plupart de ses œuvres. Pour les premières des années 80, j'adhère complètement, particulièrement Maison Ikuku, mais là, Mermaid Saga, c'est un petit peu ça, des fois j'adore moins, allez savoir pourquoi, je ne sais pas, je ne l'explique pas, c'est comme ça. Au niveau de l'histoire, ce tome 2 est à la fois qualitatif et un peu décevant. Alors qualitatif, pourquoi? Parce qu'on reprend exactement la même trame que dans le tome 1, nous avons nos personnages principaux qui sont immortels après avoir mangé de la viande de sirène, et donc on va suivre des péripéties sur des chapitres avec des malédictions, des rencontres, des situations sentimentales, de la vengeance, bref, une petite trame scénaristique assez simple, assez cliché en soi, qui fonctionne plutôt pas mal et qui se répète donc à différentes périodes dans le temps, puisque nos héros étant immortels, on va traverser les époques comme ça, de façon assez anarchique, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai. Décevant pourquoi? Parce que ce tome 2 reprend exactement la même formule que le tome 1 et que j'ai l'impression de n'avoir rien découvert. Il n'y a pas vraiment de scénario. Alors il y a un troisième tome, vers où on va aller dans ce troisième tome, j'ai ma petite idée, je pense que ça aurait pu être fait en un tome, ou en 2 tomes, ou en 3, ou en 4 tomes, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir une succession de chapitres, et puis finalement le dernier sera celui qui va donner la conclusion de cette histoire. Bon, ça passe, c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup lire Rumiko Takahashi, je dois l'avouer, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas friand de cette autrice, alors je pense que Mermaid Saga, vous pouvez vous en affranchir volontiers, ça y a pas de souci. Lecture un peu monotone, donc pour une œuvre que j'apprécie, mais sans plus. Bah ouais. Il faut le dire, hein, on va pas non plus tout aimer, mais j'ai pas aimé, attention. Voilà, écoutez, c'était tout pour ce Mangavora, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, en attendant, rendez-vous vendredi, puis si vous avez envie, si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos du catalogue, il y en a plein, excellente semaine, et moi je vous dis...